Bonjour et merci à tous, merci à Frédéric de m'avoir invité aujourd'hui à présenter cette conférence, cette leçon inaugurale, en précisant que depuis la dernière fois où nous étions rencontrés, il y a un certain nombre de choses qui sont passées, le temps tout particulièrement, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années, et effectivement il y a eu des bouleversements incroyables dans le secteur de la presse. Donc il m'a été demandé aujourd'hui de vous présenter en quelques mots en fait, la situation à partir d'un pays comme la France, qui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, lorsque Frédéric faisait référence à Paul Murschetz expliquait que dans certains pays, la presse voyait son indépendance à partir d'un rejet de l'État ou un rejet des subventions de l'État. La France, à ce niveau-là, est sans doute un pays très atypique, dans la mesure où, au contraire, l'État est plus que présent et les éditeurs souhaitent en permanence, ce sera peut-être un peu moins le cas dans les prochaines années, pouvoir être aidés par l'État. Dernière toute petite remarque avant vraiment de préciser le sujet. Mark Litz, tout à l'heure, a fait référence aux grands pays, les États-Unis, la France. Macroéconomiquement, on définit un grand pays comme un pays qui a un degré d'ouverture qui est très faible. Un degré d'ouverture qui est très faible, ça veut dire que c'est un pays qui vit principalement autour de lui-même et qui a l'essentiel de sa richesse qui est créée sur son territoire. Par définition, les petits pays et les petites régions sont nécessairement ouvertes sur l'extérieur. Alors je pense que la France, en tant que grand pays, avec un faible degré d'ouverture par rapport aux autres petites régions, est un exemple qui peut être intéressant parce que la France a développé des institutions, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en quelques minutes. La France a créé un système spécifique après la Deuxième Guerre mondiale, pour un certain nombre de raisons. Et ensuite, nous allons voir qu'au cours des dernières années, il va y avoir une remise en cause très forte du système qui a été mis en place en 1945 et qui n'est absolument plus adapté aujourd'hui pour tenir compte de l'environnement dans lequel se trouvent les entreprises de presse, quotidiennes tout particulièrement. Donc voilà en quelques mots donc, le plan que je vais vous présenter. Donc, premier point important donc, de la présentation, on va avoir un écosystème spécifique qui va permettre de comprendre comment le système de la presse quotidienne en France va être organisé. L'objectif de cet écosystème va être de promouvoir le pluralisme. Pour quelles raisons ? Il y a 3 points principaux que je vais voir dans cette première partie. Le premier point principal porte sur le fait que la presse était corrompue avant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y a un certain nombre d'études historiques qui le montrent très clairement. Et ça, c'est un élément très fort pour comprendre ce qui va être fait après. Le deuxième point que je vais aborder est le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir la volonté de faire en sorte que la presse ne subisse pas l'influence excessive du marché. Et nous reviendrons en troisième point sur le fait que, globalement, toutes les aides qui ont été proposées visaient à aider les petits journaux et les petits éditeurs à survivre. Premier point, une presse corrompue. Alors, vous savez que la presse, en fait, va connaître une expansion, la presse quotidienne va connaître une expansion dans la majorité des pays industrialisés à la fin du XIXe siècle. Pour devenir un média important, il fallait qu'il y ait une technologie qui lui permette de diffuser à un grand nombre. Cette technologie, c'est la technologie d'impression. Donc, pour pouvoir avoir une offre importante, il fallait une technologie au niveau de l'impression et des rotatives. Deuxième élément important pour que le marché puisse se développer, il fallait une demande forte. Et pour que la demande soit forte, il fallait qu'il y ait une alphabétisation et qu'il y ait une éducation qui soit renforcée. Donc à la fin du XIXe siècle, on va trouver les outils qui sont nécessaires pour que la presse puisse se développer. Alors, inévitablement, compte tenu des investissements qui sont réalisés, il va y avoir un phénomène d'économie d'échelle qui va se mettre en place. Ce phénomène d'économie d'échelle implique qu'il y a un avantage à la grande taille, bien entendu. Si on rajoute 2 mécanismes importants qui permettent d'expliquer la concentration des marchés, les sunk costs, c'est-à-dire les coûts irrécupérables qui sont engagés pour créer des marques, par exemple. Et si on rajoute le phénomène de la publicité qui vient inévitablement renforcer
la course à la grande taille et qui renforce la position du journal qui est leader sur son marché, on va avoir un phénomène de concentration qui va se mettre en place très vite. Et ce phénomène de concentration qui va se mettre en place de façon très vite va avoir comme conséquence que sur le marché français, mes remarques portent sur le marché français, il n'y aura qu'un tout petit nombre de quotidiens. Et en l'absence de réglementation, ces quotidiens vont en fait être réglés par une sorte de cartel qui va faire en sorte que chacun se comporte en évitant qu'il y ait une concurrence excessive sur le marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que la cartellisation permet d'améliorer les profits qui sont réalisés par les journaux. Mais le deuxième point qui est important, bien entendu à ce niveau-là, et ce sont les travaux de Bignon et Flandreau qui permettent de le montrer de façon relativement claire, le prix de rachat des journaux, puisque les journaux peuvent être vendus d'un propriétaire et rachetés par un autre, les prix de rachat des journaux sont très supérieurs à leur valeur fondamentale. La valeur fondamentale d'un journal, c'est sa capacité à réaliser des profits dans le futur. Pour dire les choses autrement, les journaux sont surpayés. Et ils sont surpayés parce qu'il y a des avantages pour les propriétaires à être propriétaires des journaux à ce moment-là. Donc, le cartel fonctionne relativement bien, et ceci est vraiment le cas dans le cas de la presse quotidienne parisienne. Le cartel fonctionne bien et chaque éditeur est obligé de respecter les contraintes qui sont fixées par les autres. S'il y a non-respect des contraintes, les journaux ne sont plus distribués, ou ils rencontreront des problèmes au moment de leur distribution. Et c'est Hachette qui a le monopole de la distribution des journaux en France à ce moment-là. Donc on a un système vraiment qui est très verrouillé, absence de concurrence, très peu d'acteurs, très peu d'innovation sur le plan rédactionnel, ce qui fait que dès 1914, on va voir une baisse de la diffusion des quotidiens, parce que c'est en 1914, à ce moment-là, qu'on atteint quasiment un sommet. Donc ce qui en soit révélateur, puisqu'il n'y avait pas d'alternative à la presse à ce moment-là. Conséquence, et je ne reviens pas sur les autres scandales que l'on a pu observer en France entre l'entre-deux-guerres, lorsque on décide finalement, donc après la Deuxième Guerre mondiale, de faire en sorte d'améliorer la situation, on va avoir la volonté en fait de l'État de faire en sorte de permettre à chacun des éditeurs, indépendamment de leur taille, de pouvoir rencontrer des conditions économiques normales. Et il va y avoir plusieurs mesures qui ne sont pas simplement des mesures symboliques qui vont être prises. Il va y avoir la création de l'agence France-Presse. L'agence France-Presse est une entreprise atypique. C'est une entreprise qui, à l'époque, n'avait pas d'actionnaire. C'était une entreprise sans capital qui vivait simplement des recettes de ses clients. Les clients étant les éditeurs et surtout l'État. L'État assignait une mission politique à l'agence France-Presse, qui était la mission de représentation de la France à l'étranger, et l'agence France-Presse faisait payer à l'État le déficit qui découlait de la mission qui lui incombait. Donc on avait un système hybride, pas nécessairement efficace sur un plan économique, mais on avait un système qui pouvait perdurer. Donc premier point, l'agence France-Presse. Deuxième point, il fallait avoir un système de distribution ouvert. Et donc on va avoir la loi Bichet, qui va organiser le système de distribution de la presse à partir de 1947, donc en France, où tous les éditeurs pourront être distribués. C'est totalement atypique par rapport à ce que l'on peut retrouver dans une majorité de pays. Dans une majorité de pays, vous n'êtes pas sûr de pouvoir être distribué. En France, n'importe qui, qu'il soit français ou étranger, verra son titre distribué parce que personne ne peut le refuser. Donc évidemment, avec des avantages et des inconvénients sur lesquels je pourrais revenir un tout petit peu plus tard. Troisième élément extrêmement important, la France va, avant même qu'elle soit libérée en 1944, par les ordonnances d'Alger qui vont être rédigées en mai 1944, avant le débarquement, la France va réorganiser le secteur de la presse. Et avec une loi, un élément fort dans les ordonnances de 1944, qui était d'interdire à un industriel d'être propriétaire d'un journal. Ce qui, avec le temps, fait sourire.
Mais lorsque l'on regarde finalement ce qui s'est passé au départ, c'était inscrit dans l'ordonnance de 1944. Il y avait une obligation de transparence et il devait y avoir une séparation entre la presse et entre l'industrie. D'accord ? Donc, lorsqu'on regarde finalement ce système, auquel il faut rajouter toutes les subventions, toutes les aides directes, indirectes qui ont été mises en place, on a un État qui intervient de façon très forte. Pour vous donner un ordre de grandeur, les aides directes et indirectes de l'État ont représenté jusqu'à 12% du chiffre d'affaires de la presse en France. Vous connaissiez peut-être le journal France Soir, qui a disparu donc, il y a quelques années. Au cours de ces 5 dernières années d'existence, les aides de l'État à la presse représentaient entre 60 et 70% du chiffre d'affaires des journaux. Pour l'humanité, on est aussi des pourcentages qui sont extrêmement élevés. Donc, des liens État-presse qui sont vraiment très marqués. Alors, l'objectif, effectivement, qui était mis en place, c'était d'essayer de faire en sorte de préserver la concurrence. Vous me direz, il faut du temps. Vous me direz, il faut du temps. Ah, parce que j'ai oublié de mettre. Donc, pour revenir donc, sur les objectifs en fait, qui étaient recherchés, c'était de permettre aux petits éditeurs de pouvoir vivre. Et à ce niveau-là, on peut remarquer qu'il y a différents constats, des constats positifs, des constats négatifs. Un constat positif, pour commencer, c'est la très grande diversité des titres de presse en France. Donc là, sur le plan de la diversité et du pluralisme, on a l'impression quand même que les mesures qui ont été prises ont été des mesures qui étaient plutôt efficaces. Sachant que la diversité est particulièrement observable au niveau de la presse magazine, plus qu'en presse quotidienne, puisque c'est le secteur de la presse magazine qui a profité pleinement des dispositifs qui ont été mis en place. Le deuxième point qui est important, qui est négatif, c'est que les aides de l'État à la presse n'ont pas permis à celle-ci d'avoir une évolution de la diffusion qui était différente de celle que l'on pouvait observer dans les autres pays. Autrement dit, qu'on soit aidé ou pas aidé, l'évolution, elle est la même, et en cela, c'est quand même, on peut être un peu interrogatif par rapport au système qui a été mis en place. Enfin, dernier élément négatif, les petits journaux indépendants ont fait faillite ou ont été rachetés par des groupes plus importants. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie, sans approfondir même nécessairement l'explication? La faillite s'explique par une taille qui est insuffisante et par le fait que les journaux qui n'atteignent pas une taille minimale efficiente disparaissent ou sont rachetés. En tout cas, c'est l'évolution que l'on a pu observer dans le cas français. Ce qui revient de manière plus générale à se poser la question du mode d'intervention de l'État par rapport au secteur de la presse. Vous avez 2 modes d'organisation du secteur qui sont complètement opposés. Un, le marché, avec une absence de réglementation. De l'autre, un modèle hétéro-régulateur, où vous avez à la fois la loi et les corporations qui vont influencer l'organisation du secteur. Ce que l'on peut observer, c'est que la logique hétéro-régulatrice qui a prévalu dans le cas de la France n'a pas été, je dirais, au bout d'un certain temps, la plus efficace, et qu'on peut être, pour le moins, interrogatif des dispositions qui ont été mises en place et qui ont peut-être freiné, l'évolution du secteur de la presse en France. Alors, la disruption, deuxième point, sur la disruption technologique. On va voir en fait une métamorphose de l'écosystème. C'est-à-dire que, pour faire une remarque, j'ai commencé à m'intéresser au secteur de la presse en 1990 et j'ai soutenu une thèse en 1995. Lorsque je me suis intéressé au secteur de la presse entre 1960 et 1990, il était caractérisé par une stabilité. Bon, il y a quelques petites nouveautés, quelques titres qui se créaient, mais alors, quasiment rien ne bougeait. Il y avait une stabilité des parts de marché, très peu d'évolution.
Or, depuis cette période, il y a eu des évolutions radicales, des évolutions profondes, qui ont remis en cause la stabilité de l'écosystème qui avait perduré pendant un très grand nombre d'années. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, comment finalement il y a eu une remise en cause de ce système. Nous verrons qu'au niveau du papier, les évolutions en cours ont entraîné une très forte baisse de la diffusion et que les modèles économiques ont été très fragilisés. Alors pour commencer, la principale innovation, on va dire, au niveau technologique, provient bien entendu, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, provient de l'Internet et du fait qu'il y a quelques années, 25 ans, il n'y avait quasiment pas d'Internet, et que même lorsqu'on en posait des questions il y a 10 ou 15 ans à certains éditeurs de presse, jamais ils n'auraient envisagé le fait d'être remis en cause par un nouveau support. Ils pensaient qu'ils allaient faire comme ils auraient fait ailleurs, c'est ça qu'il faut bien comprendre, à chaque fois qu'un nouveau média apparaissait. Comment fonctionne un éditeur de presse? Il veut avoir le monopole. Il veut avoir le monopole au niveau du papier, il veut avoir la radio qu'il y aura à côté, il voudra avoir le gratuit qu'il y aura à côté, et il va essayer de maîtriser son marché de l'information et son marché de la publicité. Avec Internet, au départ, les éditeurs se sont dit qu'ils allaient peut-être pouvoir continuer à faire comme ils le faisaient auparavant. Et là, il y a une rupture radicale, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus compliqué de réussir dans un environnement qui est totalement dérégulé au regard de l'environnement dans lequel ils ont l'habitude de pouvoir fonctionner. Alors, la technologie, effectivement, est une technologie qui va perturber l'écosystème. Conséquence aussi en termes de concurrence, on va voir l'arrivée de nouveaux concurrents. Nouveaux concurrents avec un phénomène que les principaux pays européens vont rencontrer à partir des années 2000, le développement de la presse gratuite d'information dans les grandes villes. Donc ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Pourquoi cette presse gratuite d'information a eu tendance à se développer? Elle permettait de pouvoir toucher un public qui n'achetait plus les journaux, c'est-à-dire le public des jeunes, principalement. Et ça permettait aussi d'utiliser, on va dire, le temps de transport pour accéder à certaines informations. Donc presse par définition éphémère, puisque lorsqu'Internet arrive et le haut débit arrive, et c'est donc le deuxième point important, ce type de presse n'a plus de marché, je dirais, donc à moyen terme. Donc, généralisation du haut débit, donc ça c'est un élément important. Il faut bien comprendre que quand Internet se développe, je veux dire, vous aujourd'hui, à part en tant qu'étudiant, si vous êtes chercheur évidemment le problème ne se pose pas, mais en tant qu'étudiant vous ne pouvez pas imaginer ce qu'était Internet à ses débuts. Internet à ses débuts, on ne savait pas si on allait pouvoir se connecter par un modem qui avait des difficultés pour accéder au réseau. Donc imaginez à l'époque que l'on pourrait transférer les images, la vidéo, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui semblait impensable. Et ce qui a fait que les éditeurs, les premiers éditeurs qui ont voulu aller sur Internet, ils ont rencontré tellement de difficultés qu'ils ont attendu un peu et ils ont attendu de voir ce qui allait se passer. Donc la généralisation du haut débit était un élément crucial. Ça ne pouvait pas être un concurrent de la presse, je dirais, autrement. Et vous avez un phénomène aussi qui a complètement bouleversé le marché, qui est le phénomène du nomadisme avec l'utilisation des smartphones et finalement l'accès à Internet en quelque endroit que l'on se trouve. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était relativement impensé à l'époque et impensable. Et donc qui bouleverse complètement l'écosystème de la presse quotidienne. Alors, si vous regardez le graphique qu'il y a ici au tableau, alors c'est peut-être pas très lisible, mais vous pourrez avoir accès aux slides, j'imagine, donc un peu après, c'est un effet générationnel extrêmement important que l'on va pouvoir observer au niveau de la presse quotidienne. D'une certaine façon, la presse quotidienne, pour le moment, a pu survivre pendant un certain temps parce que son lectorat était âgé et fidèle. Mais les jeunes ne vont plus vers cette presse, ou très rarement. Donc vous avez un effet générationnel qui joue, c'est-à-dire avec un pourcentage à chaque nouvelle génération de jeunes lecteurs qui est de plus en plus faible. Donc il y a une sorte d'inertie dans le modèle économique qui fait que
On est protégé par cette inertie, mais à moyen terme, on connaît les effets. Parce que les effets ils seront redoutables, et particulièrement au niveau des économies d'échelle. Alors, on retrouve aussi un point extrêmement important pour la presse quotidienne d'information, la presse quotidienne locale, qui est la question de la forme des journaux. Je me souviens, pour avoir discuté avec le directeur marketing du journal Ouest France, à l'époque où j'étais étudiant et je travaillais sur la presse quotidienne régionale, un des problèmes principaux qu'ils rencontraient pour faire leur journal, c'était d'éviter de donner au lecteur des informations inutiles. Alors vous pourriez me dire qu'aucune information, par définition, n'est inutile. Si. Mais il y a certaines informations qui sont inutiles au lecteur. Si vous allez à Rennes et que vous coupez la ville de Rennes entre différents quartiers, vous avez des informations qui portent sur un quartier qui ne sont jamais lues par les autres lecteurs. Ils ont donc l'impression d'avoir une partie de leur pagination qui ne les intéresse pas. C'est-à-dire, ils vont regarder les informations qui les intéressent, et ils ont d'autres informations qui ne les intéressent pas. Tant que l'information restait sur le papier, on restait en fait sur le même modèle que l'industrie du disque, c'est-à-dire avec tous les titres sur un disque, sur un vinyle, sur un CD, et chacun qui voulait acheter finalement un bien était obligé d'acheter tous les titres qu'il y avait sur le support. La numérisation, la dématérialisation remettent totalement en cause le journal ou par rapport aux informations qu'il peut proposer. Je m'explique, c'est quelque chose de très simple. En fait, toutes les informations ne sont pas rentables. Certaines informations rentables permettaient d'assurer au niveau du journal une forme de subvention croisée entre les pages rentables et les pages qui ne l'étaient pas. Mais à partir du moment où vous allez avoir de nouveaux supports, de nouveaux concurrents qui vont arriver, vous allez avoir quelques informations rentables qui ne vont plus passer par les journaux et qui vont aller directement sur Internet. Et quelles étaient ces informations très rentables? Les petites annonces. Les petites annonces ont quitté, pour l'essentiel, la presse papier pour aller vers de nouveaux supports. Or, c'était ces petites annonces qui permettaient de financer une partie de l'information rédactionnelle classique. Donc là, on a un impact important donc, sur les caractéristiques du produit et sur le fait qu'il va y avoir une remise en cause, on va dire, des subventions croisées qui pouvaient exister au niveau d'un certain nombre de titres. La tendance, on va la retrouver donc ici, ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est l'évolution donc de la presse quotidienne, de la presse en France. Regardez le pic en 1914, et puis regardez surtout la baisse continue depuis 1945 jusqu'à maintenant. D'accord? Le sommet après la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 1947-1948. Depuis, la diffusion, elle est globalement à la baisse. Alors, qu'est-ce qui entraîne, et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui entraîne cette évolution? Première chose, il y a la disparition de la presse d'opinion. La presse d'opinion, c'est une presse qui prend un positionnement sur le plan politique. D'accord? Dans les villes en région, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait entre 4 et 6 quotidiens, évidemment avec une pagination qui n'avait strictement rien à voir avec celle que l'on a aujourd'hui, bien sûr, mais il y avait des quotidiens qui étaient attachés à des partis politiques. Il y a eu un processus de concentration. À l'arrivée, il n'en reste plus qu'un, quasiment sur chacun des marchés. Au niveau national, la presse d'opinion a eu tendance aussi relativement à décliner. Et on a observé, c'est un phénomène qui est très vieux, qui avait été décrit par un chercheur américain en 1951, qui était la stratégie du middle of the road policy, qui est simplement le fait que pour qu'un journal puisse accroître son audience, il faut qu'il essaye de ne pas froisser une partie de l'audience. Et donc il va avoir tendance à se recentrer, à éviter les extrêmes, parce que les extrêmes ne sont pas rentables, à la fois par rapport à leur audience qui est réduite, et puis aussi au niveau publicitaire. Et donc on va avoir des journaux qui pourront être plus ou moins fades au niveau de leur contenu, et qui ne réussiront plus à terme à toucher leur public. Donc la tendance de long terme au déclin est quelque chose qu'on observe effectivement partout. Alors, si on regarde les évolutions,
Alors je vais m'écarter un tout petit peu, puisque là c'est trop petit sur l'écran pour que je puisse les lire. Donc je vais les commenter en fait de cette façon. Regardez bien simplement un point par rapport au document qui est marqué ici au tableau. Ce que j'ai voulu montrer, c'était les évolutions de 1985 à 2014. Et de montrer, si vous regardez 1985 à 2014, si vous regardez les évolutions, on se dit que les évolutions sont plutôt correctes. Ça va à peu près par rapport à ce que l'on peut observer dans différents pays. Mais en fait, il y a eu une rupture. C'est qu'à la fois, on a eu une rupture, un choc technologique extrêmement important, et on a eu une crise qui a accéléré les effets du choc. Et ça, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Je vais prendre un exemple qui permet de comprendre très simplement. Si on regarde les chiffres de 1985 à 2007, et si on regarde les chiffres de 2007 à 2014, on voit qu'il y a eu un effondrement. Et l'effondrement, il est colossal. Baisse du nombre de titres, baisse de la diffusion. La baisse de la diffusion intervient principalement sur cette période. Baisse du chiffre d'affaires. Regardez, il y a une croissance jusqu'en 2007, le chiffre d'affaires baisse après de façon très forte. Baisse de la diffusion. Si vous regardez effondrement de la vente au numéro, les abonnements, je vais dire simplement, sont stabilisés, et on s'aperçoit que les recettes publicitaires diminuent de façon extrêmement forte, et les petites annonces diminuent aussi de façon extrêmement forte. Donc ceci, c'était en 2007-2008. Pour que vous compreniez un point qui était important, en France, on avait 2 groupes de gratuits de petites annonces qui étaient extrêmement rentables, qui s'appelaient Comareg, qui est mort, et qui s'appelait Spire, qui existe, mais qui ne représente plus rien aujourd'hui. Ces groupes dégageaient une rentabilité comprise entre 35 et 40% de leur chiffre d'affaires. Qui étaient les propriétaires? Les entreprises de presse. C'est la presse quotidienne qui était propriétaire de ces groupes-là. Ces groupes ont donc souffert de l'effondrement du marché des petites annonces et du marché de la publicité. Donc, inévitablement, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai volontairement pas parlé de rédactionnel, je veux juste qu'on comprenne les problèmes économiques qu'il peut y avoir, c'est que tous les problèmes que j'évoque ont nécessairement un impact par rapport à la façon de pouvoir rentabiliser le titre tel qu'il existe. D'accord? Donc les modèles économiques ont été fragilisés. Alors, fragilité du modèle économique, comme on l'a vu tout à l'heure, pour quelles raisons? Premier point important, en fait, ce sont les faiblesses intrinsèques du modèle, c'est-à-dire ce sont des faiblesses qui sont endogènes. Premier point, on a une explosion de l'offre d'espace publicitaire. OK? Qu'est-ce qui se passe? Un point simple, c'est Telser qui avait écrit un article en 1966 sur la relation qui pouvait exister entre un annonceur et la publicité et un support. Aujourd'hui, les annonceurs n'ont plus besoin de la presse, ou beaucoup moins besoin de la presse qu'ils n'avaient besoin auparavant. L'explosion de l'offre pousse les tarifs publicitaires à la baisse. C'est facile de trouver un espace pour toucher un public. Donc de toutes les façons, vous aurez une baisse du coût au mille qui sera proposé. Deuxième point, donc c'est ce que j'évoquais, le déclin, la pression déflationniste de la publicité, et ensuite le déclin de la diffusion des journaux. Conséquences sur le modèle économique. Baisse de la diffusion, baisse des recettes publicitaires. Ça implique une baisse des marges réalisées par les journaux. La baisse des marges réalisées par les journaux se fait dans un contexte où les coûts de distribution augmentent. C'est un truc tout bête, tout simple, mais le coût de distribution s'accroît lorsque la diffusion diminue. Il est beaucoup plus difficile de mettre ces journaux dans les différents points de vente quand vous avez une diffusion qui se rétrécit. Dit autrement, le taux d'invendu s'accroît quand la diffusion diminue. Donc là, économiquement, vous avez une équation qui est très très difficile à résoudre. D'accord? Donc hausse du coût de distribution. Ensuite, on a une fragilité extrême pour les journaux qui dépendaient fortement de la publicité. Dans quel pays les journaux dépendaient fortement de la publicité? États-Unis, pays scandinaves. Comment ont réagi les éditeurs face au choc qui s'est produit, parce que le choc est à peu près de la même nature? Aux États-Unis, ils ont réduit leurs coûts de façon extrêmement importante. Dans les pays scandinaves, ils ont fait pareil aussi.
C'est-à-dire que tout le monde a été obligé de réduire ses coûts de façon très rapide. Pourquoi on n'a pas connu une évolution comme celle-là en France? La France était protégée par le fait qu'on dépendait relativement moins de la publicité que d'autres pays. Donc les ajustements ont été plus lents, je veux dire. Et c'est pour ça qu'on a sans doute eu moins de faillites. Néanmoins, le danger indirect qui est lié à la crise des subprimes, c'est le fait que les journaux vont chercher à faire des économies, et en faisant des économies, ils vont toucher ceux qu'ils ne devraient pas toucher. Ils vont toucher ce qui fait la force de leur titre, et ce qui fait la force de leur titre, c'est la rédaction. C'est les seuls coûts, je dirais, enfin, si je raisonne en termes de coûts, parce que je suis économiste, c'est les coûts les plus importants. Sont des éléments clés. On ne doit pas les envisager sous la forme de coûts, mais sous la forme d'investissement. Et c'est là qu'il y a un point qui est important, parce que le journal qui réduit ses coûts par du downsizing sur ses rédactions, il paiera un peu plus tard par une diffusion qui sera plus faible, inévitablement, parce qu'il ne fait pas suffisamment d'efforts au niveau rédactionnel, et on a donc un cercle vicieux qui peut se mettre en place. Et pour terminer sur cet écosystème, donc, et sur la faiblesse donc, du modèle économique, d'une certaine façon, on peut penser que c'est la fin du système hétéro-régulateur qui a été mis en place en France. Juste quelques exemples. Au-delà du modèle économique, vous avez des accords qui ont pu perdurer simplement parce qu'il y avait une forme d'accord entre les différents partenaires. Premier exemple, qui peut être surprenant, peut-être pour un certain nombre, je vais dire, d'auditeurs non français. Premier point, le monopole d'embauche. C'est le syndicat du livre en France, le syndicat du livre de la CGT, qui avait le monopole d'embauche dans les imprimeries. Autrement dit, ce n'était pas le patron qui décidait, c'était le syndicat. D'accord ? Bizarrement, il y a des surcoûts de production qui sont inévitables avec le temps quand il y a des dispositifs de ce type. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les journaux n'ont plus les moyens. Mais pendant un certain temps, c'était comme ça, effectivement, que ça fonctionnait. Deuxième point, sur le rôle de l'État. L'État, en France, avait une politique qui était assez particulière, qui consistait à aider un titre simplement parce qu'il existait. Autrement dit, vous étiez dans telle catégorie, donc vous aviez droit à tel type d'aide, donc vous obteniez mécaniquement ce type d'aide. C'est un système qui est totalement inefficace. Totalement. Il n'y a aucune incitation à évoluer dans ce système. Donc un des points clés, c'est que si l'État, au regard de l'exemple français, si l'État veut jouer un rôle dans le suivi, dans l'aide qu'il peut apporter au titre dans une période de transition, il faut que ce soit un système incitatif. Et il faut que l'aide soit ponctuelle, même si c'est sur 5 ans, 6 ans, mais que l'aide soit définie. Et qu'il y ait un retour en arrière après, si on veut justement pouvoir rester indépendant. On a d'autre part, en France, on a mis en place un système qui défavorisait tous les nouveaux. Par exemple, le taux de TVA, il y aura une étude sur la TVA tout à l'heure, qui s'appliquait à la presse papier, était un taux de TVA différent de celui qui s'appliquait aux pure players. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire avec le journal Mediapart, qui avait fait, à qui on imposait une TVA à 20,6, alors que pour la presse, c'était une TVA à 2,1. Or, fondamentalement, c'est que de l'information. Donc maintenant, le problème a été réglé, mais au départ, le système favorisait comment les entreprises qui étaient en place. Enfin, et dernier point qui est important, toutes les institutions qui ont été mises en place en 1945, où aucune de ces institutions fonctionne aujourd'hui de façon efficace. On pourrait extrapoler en disant que ce n'est pas spécifique au secteur de la presse en France, et puis que ça peut être aussi, on peut l'observer un peu partout, mais oui, on peut extrapoler. Et on s'aperçoit que oui, la France a besoin d'évoluer un peu, et dans le secteur de la presse, tout particulièrement aussi, il serait intéressant que l'ensemble des acteurs puissent avancer. Alors, pour faire plus vite, donc sur la nécessité des réformes, ce que l'on voit, et je veux dire le point qui est important, je montre ce graphique tout de suite, c'est qu'il y a une explosion en fait de la diffusion sur les nouveaux supports, c'est-à-dire au niveau des smartphones.
que les sites Internet ne correspondent pas à l'avenir. Il n'y aura pas de croissance d'audience dans le futur, on peut penser, et que globalement, le papier, de toute façon, il diminuera. Donc, qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire, je dirais, par rapport à ça? C'est de trouver les modèles économiques, évidemment, qui vont permettre de viabiliser le mobile et les sites. Le papier, il faut qu'il reste une machine quand même pour dégager un certain nombre de profits. Mais donc, nécessité de faire des réformes, comme je l'indiquais tout à l'heure. Je pourrais répondre à des questions plus tard, hein, si vous le souhaitez, pour pouvoir avancer. Bien regarder les conséquences donc, de la dématérialisation. La dématérialisation, j'ai évoqué tout à l'heure l'extrême concurrence de la publicité. Et il y a un article de Gensco qui est extrêmement intéressant pour comprendre l'impact de l'Internet sur les tarifs publicitaires et comprendre l'origine qu'il y a derrière. C'était publié dans l'American Economic Review. Très, très bon article. Et regardez aussi un phénomène qui est assez frappant, enfin, sans reprendre le détail de tout ce qui est écrit. C'est la question de la distribution. Auparavant, vous saviez que pour pouvoir distribuer un journal, il fallait passer par un système de distribution physique. On imprime, on met les journaux dans les camions, on les affecte dans les points de vente et on les distribue. D'accord? Comment ça se passait? Habituellement, les éditeurs maîtrisaient leur système de distribution. Soit c'était une coopérative, comme aux États-Unis, soit ils maîtrisaient un certain nombre de choses. Sur Internet, ils ne maîtrisent plus rien. Du tout. Or, pour un quotidien, et sur Internet avec une information qui est en temps continu, ne pas maîtriser son système de distribution, je ne vais pas dire que c'est le début de la fin, mais si vous voulez extraire de la valeur de votre activité, il est évident que c'est celui qui aura le monopole au niveau de la distribution qui va récupérer toute la valeur. C'est ce qui se passe sur Internet. Donc si vous prenez que ce soit Google, Facebook, ou d'autres, c'est eux qui ont la valeur. Autrement dit, pour qu'il puisse y avoir une pérennité des modèles économiques à moyen terme, il faudra qu'il y ait une régulation de la distribution de la distribution immatérielle. Sinon, il sera très très difficile de pouvoir avancer. Or, on voit, pays par pays, que Google commence à se faire attaquer. Et que Google se sent obligé, comme en France, avec le fonds Google, qui permet d'aider les journaux à pouvoir avancer, à trouver des solutions, parce que Google sait très bien que d'ici 10 ans, il y aura une réglementation beaucoup plus stricte et qu'ils seront obligés de laisser passer et puis de redonner une partie de la valeur qui a été accumulée. Et ça, c'est un élément clé. Je veux dire, pour la presse, on a souvent raisonné, enfin la presse en ligne, on a souvent raisonné sur la dématérialisation, la question de la distribution est, pour moi, je pense, l'élément crucial. Alors, est-ce que la presse, effectivement, a encore un avenir? Très rapidement, oui, mais en faisant attention à plusieurs choses. Quelle est la principale difficulté qu'il y a sur les modèles économiques des journaux sur Internet? On peut retrouver, si vous voulez, très rapidement 2 points. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a plusieurs articles qui le montrent. Hein. Il y a un article assez provocateur de Xi Yang qui avait été écrit en 2009, qui compare en fait l'information à un bol de nouilles. Un bol de nouilles ramen sur Internet. Pourquoi vous iriez payer pour avoir un bol de nouilles, alors que finalement, vous pouvez avoir la même information gratuitement à côté? Donc ça, une des conséquences qu'il y a derrière, et une conséquence toute simple, si on veut pouvoir vendre de l'information sur Internet, il faut créer les conditions de la rareté. Et il faut réaffirmer les droits de propriété. C'est ce qui se passe là où vous avez des choses qui sont rentables. Hein. Vous avez déjà cette re-régulation qui est en train de se mettre en place. L'information ira vers le payant dans le futur. Mais comme l'autre article en fait de Berger et Ali le montre, la difficulté pour le moment pour faire payer les informations sur Internet est simple. Il y a beaucoup trop de copier-coller. On retrouve les mêmes informations sur les mêmes sites. Donc si il n'y a que du copier-coller, vous n'avez aucun moyen de vendre l'information. Il faut protéger le producteur d'information, il faut protéger la rédaction, sinon il n'y a aucune valorisation possible derrière. Alors je pourrais vous donner la référence, mais Grossman et Stiglitz avaient montré dès 1980 la difficulté de pouvoir vendre de l'information sur Internet. Et dernier point, Berger et Ali ont montré aussi que les agents aujourd'hui ont du mal à payer pour de l'information sur l'Internet parce qu'ils n'apprécient pas les contenus. Et c'est la forme de l'information qui est proposée qui fait qu'il y a une disponibilité à payer l'information qui est très faible. Alors,
Pour conclure, conclure sous forme de questions, je dirais simplement, c'est qu'on a changé de monde, on a changé d'écosystème, que ce qui est resté figé pendant une cinquantaine d'années est en train d'évoluer de façon extrêmement forte, qu'il y a un avenir pour le secteur de l'information, qu'il y aura la nécessité de re-régulation sur les nouveaux supports, sur les nouveaux secteurs, mais avec un point qui me semble quand même être important, avec des différences selon les pays. En France, les groupes de presse sont très faibles, économiquement très faibles. On est un petit pays, je dirais, à ce niveau-là. On n'a pas vraiment de grands groupes suffisamment puissants. Or, la difficulté qu'il y a dans les petits pays, et qu'il y a même dans des pays comme la France, c'est que les journaux, les propriétaires, ont deux problèmes à régler en même temps. Le premier problème, faire en sorte que le papier ne perde pas d'argent. Et il faut que le papier ne perde pas d'argent, c'est crucial, c'est vital. Ils ne peuvent pas se permettre de combler les pertes en permanence. Il faut dégager suffisamment de profit. Et le deuxième point, c'est avoir l'argent suffisant pour investir. C'est là où l'État, je pense, alors même si le français traditionnellement considère que l'État intervient, au fond, l'étranger pourrait considérer que l'État français intervient peut-être trop, mais je pense que là, oui, il y a une justification de l'intervention de l'État qui est d'accompagner des groupes pour leur permettre d'assurer leur indépendance dans le futur. Et je partage assez, pour conclure, ce que disait Paul Murschetz, et je citerai donc comment le groupe Ringier, Michael Ringier, qui a tenu une conférence à Paris il y a quelques années, et à qui on avait posé une question, pour vous, c'est quoi l'indépendance? Le groupe Ringier, c'est un groupe familial, d'accord? C'est un petit pays, la Suisse, et évidemment, comme ils étaient coincés par les barrières anti-concentration, le groupe n'a pu se développer qu'à l'étranger, parce que sinon, il serait resté un tout petit groupe en fait, au niveau local. Pour lui, l'indépendance, c'est le profit. Il avait calculé que pour être indépendant, il fallait 12,5% de profit dégagé par rapport aux capitaux qui avaient été investis. S'il avait ça, la famille pouvait rester indépendante, n'avait pas de problème avec les banquiers, n'avait pas de problème à l'État et ne dépendait pas des annonceurs. C'est un des éléments clés. Quels que soient, je vais dire, les modes de régulation que l'on peut avoir dans les différents pays, il faut avoir toujours en tête de rechercher l'indépendance et de ne dépendre d'aucun des trois acteurs que j'ai évoqués à l'instant. Merci à tous.